Et bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce que cet épisode est particulièrement dense en informations et en choses un peu perchées, issues de la spiritualité. Heureusement, j'ai eu Morgane comme super invitée pour nous expliquer énormément de choses autour des relations karmiques, mais pas que. On a aussi parlé de polarité, d'amour, de relations, de vie antérieure, de thème astral, enfin bref, je vais vous laisser découvrir l'épisode, c'est une petite pépite à déguster. S'il vous plaît, ne tombez pas de votre chaise, tout va bien se passer. Et oui, la spiritualité peut être mise au service de notre évolution personnelle et être intégrée dans notre quotidien, malgré le fait qu'on soit en 2024, dans notre vie hyper moderne et, entre nous, hyper déconnectée, de choses qui échappent à notre conscience mais qui sont, selon moi, bien réelles. Alors je vous souhaite une très très bonne écoute. Et là, t'as le libre arbitre de je travaille sur ça ou je dis allez vous faire foutre voilà, et j'y reviendrai la fois d'après. Parce qu'on a le libre arbitre effectivement de en conscience d'aller nettoyer, travailler pour guérir ces vies antérieures-là, pour libérer ce qu'il y a à libérer, ou effectivement de passer outre. Et ça sera pour la prochaine incarnation. Mais pour moi, c'est comme si... alors là, on va parler vraiment de concepts très spirituels et encore une fois, c'est ma vérité, j'oblige personne à la partager. C'est juste qu'aujourd'hui, tu me donnes le micro, donc je dis les choses comme voilà. comme moi je les perçois. C'est cadeau, c'est ton espace, c'est mon moment. C'est ton moment. Mais pour moi, avant de s'incarner, donc on est à ce qu'on appelle la source, et donc l'âme choisit un contrat d'incarnation avec des grands axes de vie qui vont lui permettre de s'élever, de conscientiser, de grandir, de mûrir, puisque pour moi l'école est une forme, enfin la Terre est une forme de grande école où on apprend et on expérimente plein de choses pour pouvoir s'éveiller. Et du coup l'âme va choisir une famille terrestre qui vient effectivement résonner avec des vies antérieures, des blocages, et ensuite elle peut vivre dans cette incarnation au début de son incarnation quand elle est pas encore pleinement consciente. Des choses qui vont... En fait, c'est que de la résonance, qui vont l'amener petit à petit à se dire « Ah ouais, bon, là, il y a vraiment un truc qui est redondant, il y a vraiment un blocage qui revient dans plusieurs thématiques de ma vie, et je sens que c'est quelque chose que je peux partager peut-être avec Tati, Janine, ou j'en sais rien. » Enfin, si on creuse le sujet, généralement, c'est la résonance qui fait qu'on se rend compte qu'il y a un nœud, et pour moi, la base du nœud, ça peut être effectivement le karmique. Et toi, du coup, t'as parlé tout à l'heure des annales akashiques. Oui. Est-ce que c'est... Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, avant que tu m'en parles, j'étais assez Anakakashi, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, les annales akashiques, j'ai découvert ça il y a un peu plus de 2 ans. 2 ans. Faut le voir comme une forme de grande bibliothèque éthérique, qui donc n'est pas visible à l'œil nu, qui existe sur un plan de conscience supérieur au nôtre. Et pour y accéder, on a une forme de prière, une forme d'évocation qui nous met dans un état de conscience modifié, qui nous permet d'accéder à la bibliothèque de chaque âme. En fait, chaque âme possède une bibliothèque qui lui est propre, qui référence toutes les vies antérieures. Et donc, quand tu es capable de lire les annales akashiques, ce qui est, ça aussi c'est dans ma vérité, à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'on partage et qu'on transmet, comme on lit les annales akashiques, parce qu'il est temps que l'humanité se réveille et puisse accéder à des outils qui lui permettent en conscience de venir guérir et de se libérer. Les annales akashiques, donc, une fois que tu as accédé à l'annale de la personne, tu peux justement demander aux seigneurs des annales akashiques qui sont présents, ok, quelle vie antérieure il faut que j'aille voir. T'appellerais ça un peu comme certains appellent des guides? Oui, exactement, c'est comme des guides. Il y a des gens qui appellent ça des anges, des guides et tout. Alors là, putain, ça y est, je vais perdre un tas de monde qui vont faire « Ah là là, les perchés !» Je vous assure que pourtant, le vin qu'on a pris, il y avait exactement même pas un demi-verre. Même pas un demi-verre. Même pas. Oui. Même sans vin, je pourrais en parler pendant des heures. Mais après, je peux comprendre que ce soit perché pour certains. Et c'est ok. Il y a aucun souci, et franchement, pour le coup, je pense que c'est juste une histoire de... Moi, par contre, à titre sur le sujet des vies antérieures, j'ai une collègue à moi qui entendra peut-être ce podcast et qui se reconnaîtra, qui selon elle sent qu'elle a un appel à tirer des cartes. Moi, j'ai toujours été autant tout ce qui est outils thérapeutiques, trauma, tout ça, ça me parle. Autant ça, je suis encore un peu au stade de
Ok, bon, tu vois, c'est comme l'astrologie. J'y mets un pied, mais pas trop, tu vois. Je regarde tout ce qui est description description des personnalités de ton signe. Effectivement, c'est assez parlant. Par contre, je vais pas aller lire l'horoscope, tu vois. Clairement, ça me parle non, pas mais du l'horoscope, je vous invite surtout pas à le lire. Ok, bon, ça me rassure. C'est du bullshit. Alors, ok. c'est moi qui le dis. Alors, ça dépend qui le fait. Oui. Mais les horoscopes de médias, par exemple, tout ça. Oui, c'est de la merde. Non. Ok. C'est écrit par des stagiaires, c'est non. Ah, d'accord. C'est genre, tiens, qu'est-ce que je vais mettre ce matin? C'est beau signe de l'amour. Voilà. Engager la discussion. Et encore, c'était à l'époque. Parce que franchement, je crois que aujourd'hui, ils engagent de vrais astrologues. Il me semble qu'aujourd'hui, ils engagent de vrais astrologues. Ouais. Mais les horoscopes, en fait, là où c'est tricky, et moi, je vous conseille pas de croire aux horoscopes, c'est que tu ne peux pas définir une personne qu'avec son signe solaire. C'est impossible. Et c'est ce qu'on apprend quand on apprend à lire un thème astral. C'est qu'une personne, le signe solaire, c'est une composante de tout le reste. C'est une partie. Donc si tu lis un horoscope juste parce que, t'es lion et du coup, ta journée s'annonce bien parce que c'est impossible, tu mets tous les gens dans le même sac et tu perds en fait l'essence même de l'astrologie qui c'est un outil qui vient vraiment te voir toi dans ton unicité, dans ce que tu as de unique. Donc pour moi, les horoscopes, c'est bancal. Mais du coup, elle a commencé à utiliser les oracles, à tirer les cartes, et du coup, elle avait 3 paquets. C'était un paquet sur l'amour, un paquet sur le professionnel et un paquet sur les vies antérieures. Je passerai le paquet sur l'amour parce que c'est personnel, mais elle a dit des choses où j'étais un peu en mode t'es sérieuse? Genre, après, tu peux tout interpréter, tu peux toujours te dire ouais, mais tu peux l'interpréter. Bon, passons. Elle sort le truc des vies antérieures. Je fais alors vas-y. La première carte qui sort, hyper indépendante. Je fais oui, je crois qu'on va aller vers ça. Deuxième carte qui sort, écrivaine. Je fais, ok. Et troisième carte qui sort, c'était je crois que j'étais une personne qui essayait d'engager autour d'elle des femmes pour genre être un peu la révolutionnaire. Peut-être que j'étais Jeanne d'Arc, j'espère que j'ai pas été brûlée. Mais disons que j'en croise beaucoup des femmes en séance qui ont ce qu'on appelle le syndrome de la sorcière. C'est quoi? Alors, le syndrome de la sorcière, ce sont des femmes dans certaines vies antérieures qui ont été justement brûlées sur le bûcher parce qu'accusées de sorcellerie, parce qu'à l'époque, elles, c'était juste des personnes qui essayaient de remettre la place de la femme au bon endroit. C'est-à-dire, sans aller trop loin et dire que forcément c'était des sorcières et qu'elles faisaient des choses bizarres. Mais il y en a beaucoup. Okay. En tout cas, moi, j'en croise beaucoup dans mes consultations. Donc, c'est peut-être des femmes qui sont déjà plus ouvertes à ces sujets-là. Oui, qui ont une appétence à un appel, parce que ce sont des personnes qui ont, par l'âme, une reliance. Mais oui, ça me... En tout cas, quand elle m'avait tiré ça, j'étais un peu en mode... Elle avait tiré d'autres choses et tout, et à chaque fois, j'étais... C'est bizarre quand même ton histoire. Hein. Bon, on se voit demain matin en réunion. Hein. Allez, salut. Allez. Mais ouais, non, hyper intéressant. Et du coup, toi, donc t'as fait tes formations pour justement te former sur ça. Oui. Et en astrologie. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, déjà, ma question qui va venir d'abord là, c'est qu'est-ce que ces formations-là et c'est du coup ce lancement dans cette nouvelle vie où tu petit à petit développes tes offres aussi pour apporter tes compétences à des personnes. Qu'est-ce que ça a changé toi dans ta vie vis-à-vis de toi-même et des relations que tu as, parce que nous avons discuté de ça aussi. Oui. Et il y a eu une ressemblance assez forte. L'effet miroir, comme on dit. Dans notre manière d'aborder nos relations, en fait. Oui. En fait, ce qui est fou, c'est qu'avec le recul, je me rends compte qu'au moment où j'ai fait mon burn-out et donc s'en est suivi une profonde dépression, en fait, je me suis rendu compte que ce qui se passait dans mon travail à l'époque était une résultante du fait que, en fait, je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais et j'étais en mode survie, en mode zombie, c'est-à-dire que j'agissais dans ma vie parce que j'avais des croyances, qu'on m'avait éduquée d'une certaine façon et que ce que j'observais autour de moi, dans la société, je me suis dit, c'est ça, en fait, qu'il faut faire pour être heureux. Mais en fait, je n'étais pas du tout connectée à qui je suis réellement au plus profond de moi-même. J'étais pas du tout dans mon authenticité. J'étais pas connectée à mon cœur. J'étais juste connectée à mon mental en me disant, il paraît que c'est ça. Et à tes blessures. Et à mes blessures. Et à mes peurs. Donc, quand j'ai fait mon burn-out et que j'ai fait une dépression, en fait, tout s'est écroulé parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas qui j'étais, que je ne savais pas ce que j'aimais, que je ne savais pas ce que je voulais vraiment faire. Et j'ai une perte de repères totale où je me suis dit, mais en fait, tout est à reconstruire. C'est comme si j'avais l'impression qu'il fallait que je renaisse une deuxième fois.
Et donc, j'ai étiré le moment fatidique où j'allais vraiment plonger à l'intérieur de moi encore un peu. Mais c'est vraiment quand j'ai quitté le milieu du journalisme que j'ai senti... Alors, il y a ça, et il y a aussi la rupture avec mon ex, où j'ai vécu une relation qui était très complexe parce que on s'appuyait sur nos blessures mutuelles et on a créé une relation toxique tous les deux. Alors, je prends ma responsabilité, je dis pas que lui était toxique, on était toxiques ensemble dans la relation parce qu'on était dans nos peurs, dans nos masques, bien sûr, dans notre ego. Et au même moment, je me suis séparée de mon ex quand j'ai quitté le milieu du journalisme. Et en fait, j'ai eu ce truc comme si on m'avait fait péter toutes les chaînes que j'avais autour des poignets. Et j'étais là, mais en fait, maintenant, je vais vivre pour moi. Je vais arrêter de vivre pour les autres, arrêter de faire ce qu'on attend de moi, ce que je pense qui est bien pour les autres, parce que j'avais peur de déplaire, j'avais peur de pas être aimée, j'avais peur de rentrer en conflit, j'avais, je pense, une profonde loyauté envers certains schémas de ma famille, certains schémas sociétaux. Et là, c'est un peu comme si j'avais dit, mais freedom, quoi. Là, je veux vivre pour moi. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que la relation avec mon ex, il était pas d'accord avec le fait que je tire les cartes, parce que je commençais déjà à avoir envie de tirer les cartes. Ça m'appelait. Il était pas d'accord avec le fait que je fasse des formations sur le féminin sacré. Alors ça, pour lui, c'était du bullshit. Mais qu'est-ce que tu fais, Morgane, mais n'importe quoi. Il était surtout pas d'accord que je parle d'astrologie. Et d'ailleurs, on s'est séparés parce que, pour lui, j'étais en train de devenir une autre personne qui ne me reconnaissait plus. Et pour le coup, il avait raison. J'étais en train de devenir une autre personne, mais juste j'étais en train de revenir à moi-même. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce moment où tout a pété autour de moi, je me suis dit, voilà, là, je vais y aller à fond, je vais m'écouter, et tant pis si c'est bizarre, mais... Au moins, ça te parle à toi. Au moins, ça me parle à moi, et ça me fait du bien. Mais c'est ça, et je fais du mal à personne. Dans la vie est tellement courte. À ceux qui nous écoutent, la vie est tellement courte que s'il y a des choses dans votre quotidien où vous vous dites c'est pas aligné, ça ne me fait pas vibrer, c'est pas mon truc, c'est pas... Vous pouvez trouver toutes les bonnes raisons du monde, financières, tout, de vie, mais en fait, les limites, ce sont celles que l'on se met. Et je pense que si on a vraiment envie de se créer la vie que l'on mérite de vivre, on peut se donner les moyens pour. C'est des choix, c'est des sacrifices, c'est parfois des choses qui sont pas faciles à décider. Mais après, quand on tend vers ça qui vibre, je vous jure, l'univers, il vous le rend, mais fois 1000. Ah, mais pour moi, il déroule un tapis rouge. Toutes les étoiles s'alignent. C'est un truc de ouf, moi. Là, du peu que j'ai commencé à dérouler, parce que je suis encore là, à l'heure où on enregistre, je suis encore un petit peu coincée sur certaines choses, mais je suis en train de dérouler des trucs, et de plus que je stimule ces choses-là qui m'appellent, de plus que j'ai en retour, mais fois 1000 en fait. Et du coup, j'ai ces petits moments de doute en mode, mais dans quoi t'es en train de partir? Est-ce que c'est sûr et tout, machin? Est-ce que tu vas réussir à vivre de ta vie? Mais en fait, j'éloigne et je me dis non, chut, je sais que ça va le faire. Je sais. Parce que t'es pleinement aligné, que t'as pris un choix en conscience pour toi. C'est ça. Et pas pour les autres ou pour ce qu'on attendait de toi. Et en fait, au fur et à mesure de tout mon cheminement, les cartes, je me suis formée au cercle de femmes parce que j'avais besoin de libérer mon chakra de la gorge et d'aider les femmes aussi à s'exprimer. Donc on se réunissait en cercle pour aider les femmes à reprendre leur place, à exprimer ce qu'elles avaient exprimé et à se retrouver dans des endroits safe aussi pour ça. Ensuite, je suis allée sur les soins énergétiques, mais parce qu'en fait, tout était une succession de synchronicité. Oui, c'est pas comme si t'avais cumulé les choses, c'est juste que les uns et les autres étaient connectés et se sont... C'est ça. C'est comme si, pour moi, alors après, dans ma vision des choses, l'univers me disait, ça y est, t'es prête à vivre pour toi, t'es prête à t'écouter, allez, on va te mettre des petits indices, un peu comme le petit poussé. Et j'ai commencé un peu à ouvrir à enlever mes œillères et à me dire, oh, mais en fait, la vie me parle. Ouais. La vie me parle et plus je suis connectée à moi, plus je suis connectée à mon cœur, à mon intuition, et plus je suis capable de sentir, en fait, quand c'est bon, quand c'est pas bon, quand c'est pas bon. Les red flags et les green flags. Exactement. Quand là, on m'offre une opportunité qui est vraiment alignée avec qui je suis et ce que j'ai envie, ça vibre à l'intérieur de moi, ça me met en joie. Et les trucs où, ouh là là, faut pas y retourner, parce que j'ai eu des espèces de tests où on me renvoyait des postes de journaliste qui me permettaient, entre guillemets, d'avoir ma stabilité financière. Parce que moi, quand j'ai quitté mon boulot de journaliste, je savais même pas si j'avais le chômage. C'est que j'en avais tellement ras-le-bol. J'ai tout envoyé valser. La relation avec mon ex a explosé. J'ai déménagé. Et en fait,
pour moi, l'univers m'a porté, c'est que tout s'est bien passé. Alors après, je ne dis pas qu'il faut faire comme moi. Attention. Hein. Alors, ne quittez pas votre table demain matin. Vérifiez quand même vos droits Pôle emploi, voilà, s'il vous plaît, exactement. Voilà, moi, ça s'est passé comme ça et ça s'est bien passé. Mais c'est ce que je dis aussi, parfois à mes clients, je leur dis, mais si tu peux, entre guillemets, avoir un entre-deux. Oui, tu fais une transition. Vas-y mollo, fais une transition. La sécurité, c'est quand même important. Hein. On s'entend que l'idée, c'est de pas tout lâcher du jour au lendemain. Mais moi, tout a explosé, tout a volé en éclats et tout s'est accéléré. Et en fait, je me suis guérie à travers tous les outils à laquelle je me suis formée et tout ce que j'ai découvert, les rencontres que j'ai faites. Mais je me suis rendu compte aussi que tout ce savoir que j'engrangeais, je pouvais le mettre à disposition des autres pour aider les personnes qui sont sur le même chemin ou qui ont une vie qui est similaire à la mienne. Pour moi, c'est vraiment des personnalités où t'as pas confiance en toi, tu vois pas ta valeur, t'as toujours été la parfaite petite fille sous tout rapport, qui disait jamais un mot plus haut que l'autre et qui vivait pour les autres et pas pour soi. C'est tout un travail parce que déjà, nous, on l'a fait ce travail depuis des mois ou des années, etc. Mais il y a des gens pour qui c'est tout nouveau et qui ont même pas la conscience d'être dans ce blocage-là et qui répètent des automatismes parce qu'il faut, mais qui ne sont pas connectés à ce qui vibre dans le corps. Et ça, c'est pas facile. Alors, je pense que les personnes qui nous écoutent, et je vous mets aussi, vous qui nous écoutez, sur un piédestal, parce que j'estime que si vous écoutez mes blabla depuis un moment et que vous restez, ça veut dire quand même que vous avez une certaine ouverture d'esprit sur ces sujets-là. Donc, j'ai de très chouettes auditeurs. Mais néanmoins, j'ai conscience aussi que dans le commun des mortels de monsieur et madame tout le monde, j'exagère, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont même pas accès à ce qui vibre ou ce qui ne vibre pas parce qu'ils sont dans une répétition de quotidien, de schéma ou de manière de réagir qui est tellement automatisée qu'ils ne se rendent pas compte et que tu peux leur envoyer en leur disant dans la tronche, écoute là ce que tu m'as fait, ça m'a fait mal et nanana, ils vont pas forcément comment dire comprendre vraiment comprendre ce qu'on veut dire derrière ce truc de vibrer, de machin et tout, et c'est ok, tu vois. C'est vrai qu'au fur et à mesure j'ai fini par lâcher sur ce besoin de sauver. Exactement, c'est ce qu'on appelle, c'est le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que moi je fais ma part et je guéris ce que j'ai à guérir, je chemine sur ce que j'ai à cheminer et je pars vraiment du principe, parce que moi j'adore tout ce qui est j'appelle ça les lois cosmiques, tout ce qui est lois d'attraction, l'effet miroir, qui sont en fait des lois qui ont été une forme de sagesse ancestrale qui a été érigée dans le Kybalion. Donc là, on part en Égypte antique, mais je fais une petite aparté, parce que sinon je vais perdre tout le monde. Mais quand tu travailles, j'aime pas ce mot en plus, quand tu guéris et que tu chemines, et que tu conscientises des choses pour toi, que tu fais les choses pour toi, pour améliorer ta vie, pour te libérer, pour être plus en phase, plus connecté à toi-même, à ton intuition, quelque part, tu vas avoir une résonance à l'extérieur. Ça va quand même faire bouger des choses. Tu vas quand même renvoyer aux personnes, même si il y a des résistances au début et qu'elles vont peut-être avoir leur propre timing, leur propre cheminement. Mais ça parle. Ça va quand même venir les secouer. Mais bien sûr. Même si ça met plus de temps. Et en fait, l'idée, c'est pas d'aller sauver les autres à l'extérieur en les aidant et en intervenant sur leur propre dharma. Parce qu'en fait, au final, ce n'est pas notre responsabilité de les sauver. C'est à eux de le faire. C'est à eux de le faire. En fait, quelque part, tu leur mâches trop le travail quand tu fais ça. Donc, c'est juste de se recentrer sur soi et de se dire, moi, je fais ma part. Et ensuite, si ça ruisselle sur les autres. Voilà. Si ça ruisselle sur les autres, tant mieux. Si ça ne ruisselle pas sur les autres, tant pis. C'est pas ma responsabilité. Et alors, là où aussi on s'est retrouvés toutes les deux, c'était du coup forcément quand tu n'es pas connecté à toi-même ou à ce sur quoi qui te fait vraiment vibrer ou que tu as énormément de blessures qui sont coincées en toi, tu adoptes des schémas relationnels un petit peu pas forcément idéaux, où tu rencontres des gens qui viennent de toute manière faire miroir et du coup qui sont... C'est pas que ça soit eux qui sont mauvais ou que c'est toi qui es mauvais, c'est pas ça, c'est juste que du fait des blessures non traitées, tu rencontres des gens sur ton chemin qui répondent à ça aussi. Tout à fait. Et donc... Ça s'emboîte bien dans ton schéma, en fait. Très bien. Et sur le coup, ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien sur le papier. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on s'est retrouvés aussi sur ce besoin qu'on a eu à un moment donné d'accumuler un peu les relations. Ah oui, tout à fait. À l'époque où, du coup,
j'étais donc journaliste, je n'étais pas connectée à qui j'étais dans cette espèce de mode survie de il faut que je fasse ce que je pense qu'on attend de moi. En fait, je ne m'aimais pas du tout. J'avais vraiment une très basse estime de moi-même, j'avais pas du tout conscience de ma valeur, et comme je n'avais pas conscience de ma valeur, je la cherchais à travers les yeux des autres, en permanence. C'est-à-dire qu'au lieu de faire fleurir tout ce que j'ai de beau à l'intérieur, et vis-à-vis de toi-même, en fait. Vis-à-vis de moi-même, ouais, je le cherchais constamment, je le chassais à l'extérieur, et donc j'ai adopté des comportements très excessifs où j'étais en chasse sur les applis de rencontres. En fait, je rêvais d'une relation. Et en même temps, je n'attirais que des personnes indisponibles émotionnellement, qui ne voulaient rien de sérieux. Alors ça, bien évidemment, ça veut dire beaucoup de choses de moi-même, mais ça, c'est autre chose. Mais surtout, je cumulais les relations d'un soir. Je pensais que ma valeur, je pouvais la prouver à travers la sexualité. Donc, je couchais énormément. Et en fait, je me suis perdue dans tout ça. Alors, je dis pas que il faut pas se taper quelqu'un un soir. Je suis personne pour moraliser quoi que ce soit. Je dis juste qu'à partir de mon expérience, je me suis rendu compte que je ne me respectais pas parce qu'en fait, je me mettais dans des situations parfois où j'acceptais des choses qui finalement allaient au-delà de mes limites parce que je voulais tellement être aimée, je voulais tellement voir de l'amour dans les yeux de la personne en face que j'étais prête à finalement, moi, en retour, m'abandonner. En fait, j'avais tellement peur qu'on me rejette, qu'on m'abandonne, qu'au final, je m'abandonnais moi-même en ne respectant pas mes propres limites, en acceptant des choses qui n'étaient pas acceptables, en cumulant, en mendiant. Je mendiais de l'amour. Enfin, franchement, on va dire les choses, je mendiais l'amour. Et ça ne m'a apporté que... Alors, ça m'a apporté des anecdotes qui sont aujourd'hui très drôles, et qui ont beaucoup fait rire mes amis en soirée. On va se le dire. C'est pas possible, comment ça, t'as fait ça, mais putain. Mais j'ai aussi mon lot d'anecdotes un peu moins marrantes, où aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais... Alors j'ai beaucoup de compassion, hein, parce que la Morgane d'avant ne savait pas ce qu'elle faisait, elle n'avait pas conscience de tout ça. Et c'est grâce à elle aussi si j'en suis là aujourd'hui et si j'ai fait ce chemin-là. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, avec la Morgane d'aujourd'hui, c'est no way. Enfin, j'ai tellement aujourd'hui pris conscience que mon corps était un temple, qu'il y a des choses qui sont sacrées et surtout de ma valeur, que je veux plus mendier de l'amour. Enfin, je veux plus, je suis plus là pour chasser, quoi. C'est clair. Mais après, tu vois, même sans parler d'une chasse, il y a beaucoup de personnes qui adoptent des comportements de... Comment dire ? Je sais pas si le terme, c'est dépendance affective. Oh, on peut le dire. On peut le dire, mais c'est une forme de gens qui n'ont jamais su être célibataires, qui ont toujours été en couple, parce qu'en fait, la solitude les effraie tellement, leur propre solitude, parce qu'ils sont tellement pas déjà remplis avec eux-mêmes, que finalement, la relation vient nourrir l'illusion qu'ils sont remplis. Et en fait, alors, ça peut se manifester par effectivement de l'application de rencontre à tout va, ça peut se manifester par le besoin impestif de toujours choper quelqu'un en soirée pour une nuit, alors qu'on sait très bien que le sexe d'une nuit, il va être de merde. Enfin, j'exagère, mis à part des chouettes surprises, ça arrive. On peut avoir des chouettes surprises. Bien sûr, quand on sent que la connexion... Mais quand on sent la connexion. Et ça veut dire qu'il faut être déjà suffisamment bien connecté à tout le reste pour que dans d'un clin d'œil, ou quasiment rapidement, on sente qu'il va y avoir quelque chose de chouette. Tu sais que ça va être OK, tu sais que tu vas passer une bête de nuit, et tu sais que peut-être le mec, tu vas le revoir après parce que tu sais qu'il y a eu une super grosse conversation avant, où t'es allé beaucoup plus loin. Et bon, alors... j'ai eu la chance de pas passer par ton étape trop. Je connais c'est ok, c'était mon chemin. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que le travail que tu as fait après sur toi-même, sur ta valeur, sur ce que tu mérites, et sur notamment cette idée selon laquelle notre corps est un temple, et ça a fait l'objet d'un épisode qui est sorti avec Pierre il y a quelques semaines. Je peux parler maintenant en rétroactivité par rapport au futur, parce que je sais qu'il sera sorti, c'est très chelou à dire, mais voilà. Sur ce sujet-là en fait, le sexe, c'est pas qu'une friction de corps. C'est pas que physique. C'est pas que physique. C'est énergétique. Mais bien sûr, on le réduit dans les magazines à oui, faites comme ci, faites comme ça pour avoir d'orgasme, machin. Mais quand tu sais à quel point tu peux connecter, de la performance. Bien sûr, en plus. Mais quand tu sais à quel point tu peux vivre des sensations physiques, émotionnelles, tellement plus intenses pendant une partie de jambes en l'air, que tout ce que tu peux connaître, si tu n'as connu que des relations très courtes, ou des relations qui remplissaient des vides, quand tu vois ce que ça peut donner, tu ne peux plus accepter, en fait. Tu peux même plus te dire, je vais rentrer avec cet inconnu. Tu peux plus. Ah, moi, oui, c'est ça. En fait, c'est exactement cette sensation. C'est que j'ai plus envie
parce que je sais ce que ça va m'apporter, une sensation d'être encore plus vide qu'avant. En plus, moi, comme je fais de l'énergétique, j'ai conscience aujourd'hui que quand on couche avec quelqu'un, on échange les énergies. Et donc, on se récupère les énergies de la personne. Et on sait pas ce que la personne a fait de ses énergies et de ce qu'elle a dans son bagage. Donc, moi, je suis un peu ce truc de... Avant d'entrer dans ma chambre, on va faire un check-up voilà, énergétique. Non, mais surtout, voilà, apprendre à connaître la personne, savoir un petit peu où elle en est, son niveau de conscience. Ouais, non, moi, je pourrais plus. Et d'ailleurs, je suis tellement différente par rapport à la personne d'avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, ouais, je suis vraiment dans la qualité plutôt que la quantité. Bien sûr. Mais c'est marrant parce que je pense que, alors, je généralise pas, mais je pense qu'on arrive tous pas tous, mais une majorité d'entre nous, j'espère, et de plus en plus, j'espère, avec cette nouvelle génération, arrivons un peu à cette même conclusion aux alentours de l'âge qu'on a. J'ai l'impression. Ouais, peut-être qu'il y a une ouverture de... Après, il y a, avec tout ce qui se passe aussi autour de nous, les explosions, enfin, la spiritualité explose sur plein de domaines. Et il faut d'ailleurs faire attention aux déviances. Mais bon, oui, on en parlera d'ailleurs après. Mais il y a tellement de choses qui sont rendues accessibles aujourd'hui. Et d'ailleurs, toi, tu en parles très bien avec tous les workshops que tu fais sur le tantra. Il y a beaucoup d'informations qui sont accessibles, avec même Instagram, TikTok. Bon, faut faire le tri, bien évidemment, mais c'est là où c'est hyper intéressant d'apprendre à se connaître, de reconnaître sa valeur et de faire attention effectivement à sa boussole interne pour ressentir, ok, là, on est dans quelque chose de safe. Là, je suis pas sûre que ce soit vraiment si safe que ça, et attention, parce que notre corps nous parle, et notre corps nous envoie des signaux, généralement, pour nous dire, là, tu peux y aller, là, c'est chaud. Mais je pense que comme il y a beaucoup d'informations aujourd'hui qui tournent, et qu'on est aussi une génération, même d'un point de vue astrologique, notre génération à nous, on a plutôt en Scorpion. Qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est quoi? On est une génération d'alchimistes. On est là pour alchimiser tout ce qui est la génération de nos parents et de nos grands-parents n'ont pas réussi. Tu parles en termes de... Ça veut dire qu'il y a des... Il y a des planètes qu'on appelle transgénérationnelles, qui sont des planètes qui sont vraiment liées aux générations. Ok. Ce sont des planètes beaucoup plus lentes. Et donc, t'es née en quelle année? 94. 94, bah du coup, comme moi je suis née en 92, on a tous, entre guillemets, je crois que c'est sur une période de 10 ans, on a tous Pluton en Scorpion. C'est une planète transgénérationnelle. C'était jusqu'à quand à quand, ça, cette affaire? Je ne sais plus. Mais nous, en tout cas, on est dans le Scorpion. Nous, on est dedans. On est dans le Scorpion. Ok. Et donc, du coup, ça donne des informations les Scorpions, sur la génération. Les Scorpions, ils sont sanguins au lit, Alors, passionnés, oui, un peu. Les Scorpions sont très intenses en termes de sexualité. C'est un signe qui a cette thématique-là qui lui est associée, mais c'est surtout que ce sont des alchimistes et ils sont capables d'aller faire remonter toute la mierdasse, tout ce qu'il y a dans les bas-fonds pour le transformer en or. Oh. Et ça, c'est un peu l'enjeu de notre génération. C'est-à-dire qu'on est là pour nettoyer, libérer les anciennes générations, pour faire place nette pour ce qui arrive. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le visualise, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes à notre âge, dans la trentaine, qui s'ouvrent à tout ça, qui se forment à ce genre d'outils, et qui ont besoin d'autre chose, et qui ont une nouvelle perspective et une nouvelle vision de la vie, et qui se rendent compte qu'il y a autre chose que la soupe qu'on nous a servie pendant X années, qui est très liée au monde de matière, et qui oublie toute la dimension énergétique, parce que nous sommes des êtres d'énergie. Bien sûr. On est des molécules en mouvement. Je suis tombée sur un compte Instagram. On est que vibration. C'est ça, mais je suis tombée sur un compte Instagram il y a quelques jours. Alors, c'était très perché, mais très puissant. Et c'était justement un astrophysicien, je crois, ou un physicien spécialisé en physique quantique, qui expliquait en fait que, oui, la vie qu'on a là aujourd'hui, il y a peut-être un autre alter ego de nous, de nos mêmes cellules, dans une autre galaxie qui est en train de vivre une autre vie, par miroir, par effet négatif. Genre, j'étais là. Ah non, mais why not? Le stress, l'angoisse, et genre là. Et je me rends compte de trucs, en fait, qui nous échappent, et c'est... Tu sais, quand on me demande, t'es de quelle religion? J'arrive pas à dire que je suis athée, parce que je crois en quelque chose de supérieur, mais j'ai pas envie d'y associer une Bible, un nom, un culte, une église, un texte. Je crois en l'univers et des trucs un peu... Il y a un truc, tu vois, mais je sais pas. Mais du coup, concrètement, je vais pas prier.
Je suis mon intuition, j'essaie de me connecter le plus possible à mon corps, là où il se passe les choses, en fait, qui échappent à notre mental. Et je me dis que ça, c'est peut-être notre vraie religion, c'est nous-mêmes, en fait. Enfin, tu vois ? Oui, en fait, c'est de retrouver notre forme sacrée et divine. En fait, on est des miracles. On est tous un mini-miracle. Et à partir du moment où... Alors, il y en a qui l'appellent l'univers, il y en a qui l'appellent Dieu, même en dehors de la religion. Il y en a qui l'appellent la source. Effectivement, moi aussi, j'ai conscience, pour moi, j'ai foi en quelque chose de plus grand qui nous guide. Et on est tous une émanation de cette source, de ce divin. On a tous ça en nous, cette étincelle-là. Et à partir du moment où on se reconnecte à cette part divine, ce qu'on appelle le higher self, à cette part de nous élevée, on se rend compte que tout est déjà en nous. Tout est déjà en nous. Et surtout, c'est ce qui, pour moi, évite les dérives sectaires. Parce qu'en tout cas, de ce que j'ai pu voir, parce que moi, voilà, c'est ce qu'on disait juste avant d'enregistrer, c'est que je m'intéresse beaucoup en ce moment à regarder les reportages sur les gourous, les dérives sectaires. Comment aujourd'hui, une seule personne est capable de manipuler et d'entraîner avec elle des centaines, voire des milliers de personnes. Et en fait, pour moi, c'est vraiment cette notion que ce sont des personnes qui cherchent à l'extérieur quelque chose qu'elles ont à l'intérieur. Et donc, elles mettent une personne sur un piédestal en disant « cette personne a tout compris, cette personne est l'émanation de Dieu, de l'univers, de la source, cette personne est un prophète ou je ne sais pas quoi. » Et donc, il faut suivre tout ce que cette personne dit parce que elle a tout compris et il y a qu'elle qui pourra apporter notre salut, entre guillemets. Mais à partir du moment où tu fais ça, en fait, tu donnes à l'extérieur ton pouvoir personnel. Ouais. Alors que la base, pour moi, de ce que j'expérimente dans la spiritualité et tous les outils à lesquels je me forme et ce en quoi je crois et à laquelle j'espère aider les gens autour qui viennent à moi, c'est de leur redonner leur pouvoir personnel. Et tu sais, c'est marrant, mais je reparle du tantra. Mais dans les livres de Osho, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit « Je veux pas que vous suiviez ce que je dis. Je veux pas que vous adoptiez une religion ou que vous suiviez les gouvernements. Je veux que votre rébellion soit intérieure. Pas une révolution. Si vous vous révoltez, vous ne faites que copier le comportement de l'agresseur. Ne vous révoltez pas contre ce qui vous indigne. Rebellez-vous intérieurement pour vous recréer votre vérité qui est à l'intérieur et qui, parce qu'elle est authentique et qu'elle est de vous, ce qui en sortira autour et les relations que vous aurez autour répondront à ça, en fait. Exactement. Et c'est là où, quand tu fais ce travail-là que toi tu fais et que je suis en train de faire aussi, des relations ou des situations que tu aurais acceptées à un autre moment ou que tu n'aurais pas vues, aujourd'hui, c'est pas que tu les repousses ou c'est pas que tu les évites, c'est juste qu'elles ne rentrent plus. Ah oui, mais... Elles n'apparaissent plus, en fait. C'est parce qu'elles sont plus alignées sur la fréquence que tu vibres. Enfin, moi, comme je pars du principe qu'on est fréquence et vibration, à partir du moment où tu accèdes à un nouveau plan de conscience et que tu agis différemment, tu envoies un signal différent à l'univers, l'univers va te répondre avec un signal qui est différent. Ça, ouais. Et comment, alors du coup, les gens qui se diraient, ouais, mais du coup, moi, comment je fais pour changer d'état vibratoire ? Si on a des gens qui nous écoutent et qui, du coup, se disent, ouais, peut-être que je suis dans une mauvaise énergie, qui fait que je rencontre des gens qui, finalement, après coup, c'est pas top, ou que je suis dans des situations perso, pro, qui ne me vont pas, comment est-ce que tu step up et que tu changes d'état vibratoire, de fréquence, ou que sais-je ? Pour moi, c'est à partir du moment où tu vas amener à la conscience des choses qui sont à la base bloquées dans ton subconscient et qui te font avoir des actions, des pensées qui sont pas alignées, en tout cas avec la fréquence sur laquelle tu espères être. Alors je sais pas, ça peut paraître un petit peu, je sais pas si c'est assez compréhensible, mais à partir du moment où on fait ce qu'on appelle le shadow work, c'est-à-dire qu'on va voir à l'intérieur de soi des choses et des parts de soi qu'on veut pas voir, qu'on reprend sa responsabilité dans certaines situations, qu'on sort du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, et qu'on se dit ok, donc là j'ai vécu cette situation en boucle, à quel moment moi j'ai ma part de responsabilité dans cette situation, quels sont les schémas de pensée, quelles sont les croyances, quels sont les bénéfices secondaires, pourquoi c'est là. Et quand on essaye de comprendre et qu'on va jusqu'à la racine et qu'on la libère, pour moi c'est là où il y a des shifts énergétiques qui se passent et qu'on passe sur un nouveau plan vibratoire. Et ne serait-ce que sans même passer par forcément tout de suite des approches hyper
énergétique ou de soins énergétiques sans même aller jusque-là pour commencer. Rien que d'aller voir un psy. Hein. Rien que d'aller voir un psy. Rien que d'aller voir un psy. Tu vois, je suis en train de travailler sur une formation sur l'enfant intérieur et les négligences émotionnelles que tu as dans l'enfance. Donc, c'est des choses qui sont concrètes sur lesquelles tu peux t'appuyer et qui, mine de rien, si tu arrives à détricoter le fil, tu peux déjà agir de ouf sur le présent. Je m'explique, par exemple, il y a eu une génération qui n'est plus trop maintenant, mais de parents autoritaires. Je pense à une génération de nos grands-parents, plutôt grands-parents, où effectivement l'enfant était tenu d'arriver à telle heure pour le repas, il était tenu de faire telle chose à tel moment, c'était comme ça et c'était pas autrement et ce n'était pas expliqué. Ces petites choses-là sont des négligences émotionnelles et le parent peut être aimant, parfait, il peut avoir fait du mieux qu'il a pu et avoir été le meilleur parent possible, mais c'était comme ça que lui, il avait intégré qu'il fallait être parent. Ça crée des négligences émotionnelles chez l'enfant qui va inconsciemment intégrer que il doit être toujours au top, il doit ne pas exprimer ses émotions, puisque de toute façon, elles n'étaient pas entendues, parce qu'on ne lui laissait pas l'opportunité de les dire et de les sentir, il n'a pas appris. Donc déjà, tu décortiques ça et tu te rends compte qu'il y a eu ce parent autoritaire qui n'a pas laissé parler les émotions de l'enfant, qui du coup, arrivé à l'âge adulte, tu as un homme qui a aujourd'hui, je fais au hasard, 30 ans, qui a un boulot hyper prenant, qui bosse au taquet toute la semaine, qui a des petits coups d'un soir, etc., mais qui n'ose pas s'engager parce que les émotions, tout de suite, les filles, elles s'accrochent, ça le saoule, il a l'impression qu'elles sont assez... Je schématise, hein, mais quand, en fait, tu te rends compte que ce qu'il bloque aujourd'hui, ou qu'il se rend compte qu'à chaque fois, il a toujours ces mêmes relations où les meufs, ça le repousse, ça le saoule, tu vas aller creuser ok, en fait, quand t'étais enfant, on t'a laissé exprimer tes émotions. Est-ce que t'arrives à reconnaître quand t'es ému? Est-ce que t'arrives à reconnaître quand t'as envie de prendre soin de l'autre? Est-ce que t'arrives à le sentir, ça, dans ton corps? Et de là, tu décortiques, tu travailles sur ça. Et petit à petit, tu dénoues des blocages actuels qui, en fait, remontent à un truc d'avant. Rien que ça, tu fais ce travail-là. Ça change de ouf. Ton énergie, elle change parce que tu prends conscience de tes émotions que tu ne sentais pas. Tu les nettoies, celles qui sont un peu... Et t'acceptes de les ressentir. Et t'acceptes de les ressentir. Traverser par tes émotions. Et toutes les émotions sont recevables. Et à un moment où tu les ressens... c'est important de se laisser traverser par toutes les émotions. C'est des signaux. C'est ça. Le danger, c'est de les fuir, les éviter, ou alors éviter toutes les situations dans lesquelles on sent qu'il y a un inconfort. Oui. Et quand on évite ces situations d'inconfort, effectivement, sur le plan quotidien, on se dit que tout va bien. Mais vous inquiétez pas qu'à un moment donné, ça remonte. En fait, c'est ça, c'est que c'est la cocotte minute. Bien sûr. Tu peux maintenir le couvercle aussi longtemps que tu veux, mais quand ça boue, ça finit par déborder. Ça déborde. Il faut baisser. Ça pète. Alors, soit tu baisses le feu, voilà, soit tu t'attends que ça te pète à la gueule. Ça te pète à la gueule. Et généralement, une fois que ça t'a pété à la gueule, après, t'as plus le choix, hein. Tu ramasses les morceaux. Et tu sais, parfois, je me dis que toi et moi, on a eu quand même, je sais pas si c'est de la chance, mais si ce qui nous est arrivé, c'est pas pour rien. Mais en même temps, on avait le choix aussi de foncer dans le mur et de continuer en faisant autrement et en mettant une œillère. Tu peux continuer à te cacher sous le tapis indéfiniment, mais pour moi, tu meurs de l'intérieur. Bah, c'est ça. Oui. Donc en fait, c'est une chance quand même de prendre des claques. Ah, mais bien sûr. C'est une chance inestimable et surtout, je trouve, à notre âge. C'est-à-dire que... Bah, bien sûr. C'est pas à 50 ans... Voilà, j'ai pas encore fondé de famille, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. J'ai aussi la place, le temps, l'énergie et l'argent de pouvoir cheminer et me remettre en question et complètement changer et faire un virage à 180 degrés sans que ça n'impacte finalement trop de gens autour de moi. Ça, c'est une chance. Et c'est génial parce que le jour où tu vas vraiment fonder une famille, tu vas être une maman incroyable parce que du coup, tu vas transmettre des trucs de ouf. Alors, et tu vas faire une nouvelle génération de pépites. Je me le souhaite et en même temps, j'ai aussi l'humilité de savoir que il y aura des choses. J'aurai des ratés et bah, je suis humaine, bien évidemment, et il y aura des choses où je vais me planter bien comme il faut. Mais je pense que j'essaierai de mettre de la conscience dans beaucoup de choses, ça c'est sûr. Et alors, je vais aborder un sujet un peu... Alors, on en a parlé très rapidement la dernière fois. On avait parlé des relations karmiques. Oui.
C'est quoi ça? Ah, tu sors un dossier, là? Non, je sors un allez, dossier. c'est bon, ils sont chauds, ils ont fait... Ils sont chauds, Tu leur as parlé des annales akashiques. Parlons Non, des liens karmiques. Alors, Attends. Je sais pas qui m'écoute. Toute comparaison avec une situation qui semblerait vraisemblable. C'est pas du tout Comment un on hasard. dit, tu sais, que dans les films, les trucs policiers, tu sais. Oui, genre, en Toute vrai... date est fictive. Tout est fictif, tout est inventé fictif, de tout toutes est, pièces. Voilà. Ne Mais faites bon, pas on a de parlé lien de ce entre quoi que sujet-là. soit. Ne faites pas de lien, voilà, écoutez, mais laissez rentrer, laissez sortir, vous gardez ce qui vous parle. Donc les relations karmiques, c'est quoi? Alors, les relations karmiques, donc on repart un petit peu sur cette notion de vie antérieure, ce sont des personnes qu'on connaît déjà, parce qu'on a déjà vécu des vies antérieures avec ces personnes-là. Et donc, quand on est à la source et qu'on signe, entre guillemets, son contrat d'incarnation, on peut choisir de se réincarner et de recroiser des âmes qu'on connaît déjà pour régler une dette karmique, pour solutionner un problème karmique qu'on n'a pas réussi, entre guillemets, précédemment dans d'autres vies à solutionner. Mais généralement, le but d'une relation karmique, c'est toujours de s'élever, mais ça peut se faire autant dans le plaisir, le bien-être, la lumière, que malheureusement, parfois, dans La douleur. douleur. Donc en fait, des relations karmiques, ce serait des gens qui se sont croisés dans une vie antérieure, qui ont un lien, très fort, quel qu'il soit le lien en fait. Quel C'est pas qu'il soit. forcément. C'est pas forcément amoureux, ça peut être un lien karmique, Ça peut être une d'une famille, sœur, d'une mère, oui. Ok. En tout cas, c'est, de ce que j'ai pu expérimenter, une personne avec qui il y a un lien inexplicable, une sensation de on se connaît déjà. Quelque chose de fort aussi, d'intense, de puissant, et qui peut être complètement déstabilisant. Et si ce lien-là, dans une vie antérieure, a été mal réglé, ou je sais pas si ça a pas été, si ça a été En tout cas, il y a une dette, ce qu'on appelle une dette karmique. Et donc là, il est probable que tu recroises cette personne dans une autre vie. Oui. Sous une différente forme ou... Sous une différente forme, pour expérimenter quelque chose qui permettra de solutionner la dette karmique, ou de te faire évoluer toi. Ouais, c'est généralement très déstabilisant. Après, je fais quand même un petit disclaimer sur les relations karmiques. Ce n'est pas parce que on croise une personne avec qui ça va être intense, avec qui il va y avoir un lien de fou, qu'il faut se faire des films. Déjà, et qu'il faut tout laisser permettre. Ah oui, ah bah non. Voilà. Non, mais parce que je peux voir parfois dans le milieu de la spiritualité, oui, mais c'est une relation karmique, on se connaît d'avant, c'est tellement intense. Non, la première chose à faire, et ça c'est dans tout ce qui concerne la spiritualité, c'est connaître ses limites, ressentir ce qui est bon pour soi, et on a du libre arbitre, et on a le droit ou non d'accepter une relation karmique. On a le choix. On n'est pas obligé d'aller au bout de quelque chose qui nous maltraite. Mais on peut jamais savoir si c'est une relation karmique. Alors on peut en allant dans les annales akashiques. On peut demander, bien sûr que si. Tu vas dans les annales akashiques, tu peux voir tes vies antérieures, mais tu peux voir aussi les contrats d'âme que tu as dans cette incarnation, et poser des questions sur un lien que tu as dans cette incarnation qui te pose problème. Alors là, c'est complètement perché. Mais en même temps, ça m'intrigue de ouf. Genre, tu sais, moi, je suis très curieuse, tu vois. Bien sûr. Pas pour faire plein de choses différentes, mais juste, en fait, quand tu tires tes cartes ou quand tu te lis ton thème astral, etc., quoi qu'il soit dit, c'est même pas une question que ça soit vrai ou faux, c'est que ce qui sera dit va t'interpeller sur des sujets où tu vas être amené à te dire, tiens, effectivement, sur ce plan-là de ma vie, sur cette manière-là que j'ai de réagir, qu'est-ce que ça veut dire? Après, tu l'expliques par les planètes, par tes trucs, machin, ce que tu veux. Mais d'y mettre des mots dessus et de le réveiller, parfois, ça fait avancer, en fait. Tout à fait, tu tires un fil. Tu tires un fil. Et du coup, tu as envie de continuer à tirer sur ce fil pour voir ce qu'il y a au bout du fil. Et alors, ok. Et du coup, toi, est-ce que tu as déjà connu une relation karmique? Oh là oui. Alors, j'ai des relations karmiques. Par exemple, j'ai une amie qui est très chère à mon cœur. Ça a été une évidence tout de suite. Et c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Dès qu'on s'est rencontrés, il y a eu ce truc de ouais, toi je te connais, toi je t'aime déjà. Toi tu fais déjà partie de la famille. Il y a aussi, j'ai eu des relations karmiques avec notamment des hommes. La plus récente, c'était une relation où j'ai fait n'importe quoi, franchement. Parce que je savais qu'il y avait un lien puissant d'âme et qu'il y avait quelque chose d'inexplicable qui me rappelait toujours à lui.
et j'ai dépassé mes limites, je me suis pas respectée sur certaines choses, j'ai accepté des choses qui étaient pas ok. Et c'est là où vraiment j'ai conscientisé, ok, c'est une relation karmique, on se connaît déjà, mais dans cette incarnation, j'y mets un terme. Stop. Parce que j'ai mon libre arbitre et que je pars du principe que je suis pas là pour souffrir, en fait. Okay. Mais il m'a quand même permis d'énormément évoluer, d'énormément avancer, parce que je me suis tellement pris un mur que du coup, j'ai reculé et je me suis dit, ok, là, il y a des choses qu'il faut que je conscientise parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai dépassé toutes mes limites? Pourquoi je me suis pris le mur? Et ça apprend quand même, mine de rien, à, ok, bon bah là, j'ai encore un petit peu de travail, ok, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que je cherche? C'est ouf parce que tu vois, tous les échanges que j'ai en ce moment avec les invités que je reçois ou autres sur l'amour, en fait, quand je dézoome un peu, je me dis, mais ce qu'on propose là comme échange et qu'on divulgue en fait aux gens qui vont nous écouter, c'est tellement différent de tout ce qu'on peut lire sur tous les médias, sur l'amour, même les coachs en relations amoureuses, etc. C'est tellement à 1000 milliards de 1000 lumières du truc de non mais en fait il faut pas que t'envoies un message après 24 heures, tous ces blabla mais qui ne veulent strictement rien dire. C'est de l'ego, c'est de la manipulation psychologique, c'est juste, c'est pas parler avec le cœur. Non voilà, en fait, merci, t'as dit le terme. Pour moi, la base de tout, et je l'appelle la fréquence cœur, c'est que c'est revenir à son cœur, revenir à l'amour et ne plus faire des choix de peur, faire des choix d'amour. Mais c'est très courageux et ça demande beaucoup de vulnérabilité. Ouais. Ça demande beaucoup de vulnérabilité parce que c'est accepter de se montrer tel qu'on est. Et d'accepter de travailler dessus parce que tu vois, moi j'ai déjà entendu par des hommes, ça me fait peur. Cette situation me fait peur. C'est déjà bien de le verbaliser. C'est déjà bien de le verbaliser quand c'était verbalisé. Et ça fait mal parce que tu dis, mais ok, mais alors du coup t'en fais quoi? Qu'est-ce que tu décides de faire avec en fait? Est-ce que tu travailles dessus? Est-ce que tu plonges dedans? Est-ce que tu plonges ou est-ce que juste ciao? Enfin, et je pense vraiment qu'on a tous chacun l'opportunité mais incroyable de se connecter à toutes ces choses-là qui sont à l'intérieur de nous. Et tu vois, c'est ce que je disais avec Pierre, c'est que malgré toutes les rencontres que j'ai pu faire, enfin toutes, comme si on avait eu 50 millions, non pas 50 millions, mais malgré les rencontres que j'ai pu faire ou les échanges que j'ai eus où je sentais que la personne en face n'était pas forcément connectée à tout ça, à tous ces sujets-là. Malgré le fait que je sois tombée sur des hommes qui avaient juste envie de passer un bon moment, et c'est ok, tu vois, mais charnel et autres, au fond du fond, quand tu creuses un peu, on cherche tous la même chose. Ah mais... On est appelé par l'amour. C'est l'amour. Mais bien sûr. La base de tout, c'est l'amour. Tout ce qu'on veut, c'est être aimé. Mais bien sûr. Et ressentir de l'amour. Et aimer en retour. Et en donner. Mais bien sûr. Sauf que... c'est la base de tout. Ça, j'ai vraiment à cœur, avec le podcast, avec les accompagnements que je fais, de réveiller ce truc-là chez les gens, de tout est blabla autour de tes peurs, c'est ok. Mais la vraie chose que tu dois te rappeler, c'est qu'au fond, tu sais que t'en as envie et que ça peut t'apporter tellement plus si tu plonges dedans à fond. Mais oui, mais c'est pas confortable. C'est accepter de nager. Mais ça le sera après. En fait, les bénéfices derrière sont tellement énormes, tellement incroyables, ça en vaut la chandelle. Mais pas tout le monde y va. Et encore une fois, chacun a son chemin, quoi. Mais c'est bien de proposer effectivement du contenu, des outils et de dire voilà, je te mets ça sous les yeux, c'est à ta disposition. Maintenant, t'as ton libre arbitre. Et puis toi, en plus, quand tu reçois des personnes, tu peux leur proposer des choses un peu sur mesure par rapport aussi ce sur quoi elles sont réceptives. Oui, moi je fais tout à fait. Et que comme tu connais plusieurs pans, ça te permet de... Je sors mes différentes baguettes magiques, je fais là. Alors, donc, du coup, c'est quoi ton intention? J'ai même pas dit, mais ton compte Instagram, de toute façon, qui sera en description de l'épisode, c'est La Fée Morgane. La Fée Morgane, tout reste à dire. Voilà, de toute façon, je mettrai, donc vous pourrez... D'ailleurs, c'est ça, je me considère comme une magicienne de l'âme. J'aurais pu dire ça au début. Morgane, magicienne de l'âme. Magicienne de l'âme, Fée Morgane. Il y a beaucoup de fées qui s'appellent Morgane en plus. Oui, c'est après dans le folklore populaire celtique. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais d'astrologie. Qu'est-ce que tu serais capable de faire là en live, je sais pas, par rapport à l'astrologie, ou que tu pourrais expliquer certaines choses, ou je sais pas. Tu m'as mis un point d'interrogation. Ça pourrait être regarder un peu ton thème astral, ça peut être parler. Alors là, on a passé, mais le temps que tu sortes le podcast, ça sera
ça sera plus bon, parce qu'on a passé une belle pleine lune en Gémeaux. Non, ce que je peux potentiellement peut-être expliquer en quoi c'est intéressant d'utiliser l'astrologie. Ouais. Le thème astral, c'est comme une carte de route. Ok. De tout le potentiel et les énergies que tu as à ta disposition quand tu nais. Donc le thème astral, pour rappel, c'est l'alignement qu'avaient les planètes au moment de ta naissance. C'est une photographie des planètes au moment de la naissance de la personne. Okay. Exactement. C'est comme si on avait pris une photo du ciel, et donc en fonction de ce qui se passe dans ce ciel, la planète, par exemple Saturne, est dans telle constellation, donc dans tel signe du zodiaque, en telle maison. Et donc ça va donner une forme de carte du ciel, un chemin qu'on peut emprunter ou non, qui révèle certaines zones de notre personnalité, qui peut révéler nos potentiels, qui peut révéler nos aspirations, qu'elles soient matérielles, spirituelles, nos points de blocage, nos freins. Okay. C'est un outil extrêmement intéressant pour aller un petit peu regarder dans notre psyché ce qui se passe et les énergies qu'on a à disposition pour mieux se connaître, en fait. Okay. Pour moi, le but, c'est vraiment ça, c'est que tous les outils que je mets à disposition, c'est apprenez à vous connaître. Oui. Plus vous saurez qui vous êtes, plus vous saurez quelles sont vos aspirations, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous permet vraiment de kiffer, plus vous serez bien assis dans votre pouvoir personnel et dans votre souveraineté, et plus ça sera facile de reprendre les rênes et la responsabilité de votre vie, et de créer tout ce que vous voulez dans la matière, et de ne plus vous laisser influencer par l'extérieur. Après, le thème astral, c'est hyper complet, mais souvent, les gens, en général, connaissent leur signe solaire. Le signe solaire, oui. Le signe lunaire. Et l'ascendant aussi. Et l'ascendant. Oui. Mais du coup, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la planète Mars, la planète Vénus. En plus, on marche en axe. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup de personnes parlent de l'ascendant, mais l'ascendant fonctionne avec le descendant. Donc, c'est le signe complémentaire en face. Qui permet de comprendre quel est, entre guillemets... Alors, le descendant, ça représente, par exemple, les vies antérieures. Ça peut être une zone karmique. Ça représente aussi ce qu'on recherche chez l'autre dans une relation potentielle amoureuse, puisque c'est la maison 7, la maison des relations. Je vais me faire une petite séance avec toi, on va aller regarder tout ça. Oui, ça peut être aussi ce qui nous énerve chez les autres, puisque c'est une énergie qu'on a... c'est un peu une énergie qui est une zone de confort pour nous, et que notre âme souhaite quitter pour aller vers l'ascendant dans cette incarnation. Donc l'ascendant va être potentiellement une énergie qui est challengeante pour nous, parce qu'on n'a pas l'habitude d'y aller, et donc on va vivre dans cette incarnation beaucoup d'événements qui vont venir nous demander d'aller incarner cette énergie d'ascendant. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que mon prof d'astro disait toujours, y a beaucoup de gens qui disent que l'ascendant, c'est une énergie qu'on renvoie quand on rentre dans une pièce. Les gens voient généralement notre énergie d'ascendant. Okay. Et lui, il n'était pas d'accord avec ça, parce qu'il partait du principe que comme l'ascendant est une énergie qu'on doit incarner et qu'on apprend à utiliser dans cette incarnation, c'est pas forcément l'énergie qu'on renvoie le plus facilement, puisque nous-mêmes, on a déjà du mal à la conscientiser. Donc, tu vois, c'est hyper intéressant. Et donc, tu peux faire un ping-pong entre, ok, ton descendant, ta zone de confort, ce qui va t'énerver chez les autres, ce que tu peux rechercher inconsciemment chez un partenaire de vie, et ta place dans l'ascendant, ce qu'on te demande d'incarner dans la matière comme énergie. Et donc, à partir de rien que déjà cet axe-là, ça donne énormément d'infos sur potentiellement ce qui est apporté et ce qui va vibrer chez toi. Il y a aussi un autre axe qu'on appelle le fond du ciel et le milieu du ciel. Le fond du ciel, c'est notre monde émotionnel, c'est notre foyer, c'est aussi l'énergie dans laquelle on a été éduqué quand on était jeune. Donc c'est aussi une forme de zone de confort, et on nous demande de quitter ce fond du ciel pour aller vers le milieu du ciel, qui est la trace qu'on va laisser dans le monde. C'est un peu, le fond du ciel, c'est les racines de l'arbre, et le milieu du ciel, ça va être la fleur qui va s'épanouir. La trace qu'on veut laisser dans le monde, c'est relié aussi à notre carrière, à nos ambitions professionnelles. Mais pareil, c'est un chemin. On part du fond du ciel et on va jusqu'au milieu du ciel. Donc ça, c'est encore un deuxième axe qui apporte énormément d'infos et qui permet d'avoir des clés de compréhension. Alors là, je viens de penser à un truc. Comment tu expliques, par rapport à toutes ces choses-là, spirituelles et tout, qu'il y ait des gens, parce que là, on est en 2023, dans une vie très moderne en Occident, comment tu expliques qu'aujourd'hui, il y ait une course à la performance, une course à la productivité, une course à générer de la vente, à générer du chiffre d'affaires, à lancer des startups, etc. Je fais un parallèle avec ça parce que j'observe c'est ça, et je me dis comment les gens, ou qu'est-ce qui expliquerait d'un point de vue, je sais pas, spirituel, énergétique, astrologique, ce courant-là de course effrénée. Comment tu l'expliquerais? Est-ce que c'est juste sociétal? Est-ce que c'est une telle décorrélation avec l'écoute des besoins, des émotions? Je suis un peu moins au fait, mais j'avais entendu des choses qui vibraient pas mal sur... Alors, j'ai peur de dire des bêtises quand même. Là, on rentrerait dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau.
Ok. Donc ça veut dire que d'un point de vue sociétal, on serait dans une ère qui serait très reliée aux énergies du Verseau, donc tout ce qui est vision, visionnaire, la technologie, les idées novatrices, l'humanité, et le fait de revenir à quelque chose de plus... Ouais, une forme d'humanité nouvelle, quoi. Quelque chose de très... C'est un peu le futur, quoi. Le Verseau, c'est vraiment l'énergie qui voit très loin, qui peut être traité de fou d'ailleurs, parce qu'il a des idées tellement novatrices et qui sortent tellement de l'ordinaire, que c'est un peu l'outsider du zodiaque, tu vois. Et il me semble que tout ce qui est révolution industrielle, toute cette notion de course à la performance, est relié à ce qu'on appelle l'ère du Capricorne, mais je peux me tromper. Attention, je peux me tromper parce que vraiment, là-dessus, je suis pas totalement... Nous allons creuser le sujet. Ouais, non, c'est à creuser parce que, à creuser. parce que je peux me tromper, mais il me semble qu'effectivement, le Capricorne, c'est un signe qui est très relié au travail, c'est très dans la matière, c'est un signe de terre, c'est l'ambition, c'est l'ascension, c'est, voilà, travailler toujours plus pour réussir. C'est marrant parce que je crois que les seules choses que je connais... Je vais vérifier quand même. Ah, vas-y. Le seul truc que je connais sur mon truc astral, enfin, ma mère avait fait mon thème astral quand j'étais bébé, mais je l'ai pas, enfin, je sais plus, tu vois. Je sais juste que je suis Cancer, ascendant Scorpion, et que j'ai la lune en Capricorne. Ok. Alors, bah déjà, ton signe solaire, le Cancer, c'est tout ce qui est relié à la sensibilité, aux émotions, le foyer, avoir besoin d'être dans un cocon. C'est très sensible, un Cancer. Ouais. L'ascendant Scorpion, mon prof l'appelait l'ascendant chiant. C'est les incarnations qui sont pas les plus faciles. C'est-à-dire que t'as vraiment besoin d'expérimenter le lâcher-prise, la dépossession, les épreuves. Voilà, les ascendants Scorpions, généralement, c'est pas... Alors, attention, un disclaimer, ça veut pas dire que toutes les personnes qui vont nous écouter qui ont un ascendant Scorpion ont forcément eu des épreuves de vie intenses, mais c'est quand même un signe d'intensité, et on en a parlé tout à l'heure, c'est l'alchimisation, c'est on vient remuer la boue pour la transformer en lumière, en or. Donc, ça peut être effectivement des incarnations qui sont très challengeantes, parce que en face on sort du taureau, et le taureau c'est très matérialiste, c'est dans la possession, ça a du mal à lâcher. Et j'avais même lu quelque chose, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais c'est un astrologue très réputé, qui disait que les personnes qui choisissent, les âmes qui choisissent des incarnations Scorpion en ascendant, sont des âmes qui n'ont pas assez travaillé dans leur vie antérieure, et qui du coup se sont décidées à être dans une vie où là on met la plein de balles, quoi. Allez, on y va dans les challenges. J'ai rien branlé la vie d'avant, je me suis coulé tout ça. Je schématise bien évidemment, mais moi ça m'avait fait rire parce que c'était un peu ce truc de bon, hein, tu as été tranquille, puisque le taureau c'est un signe de tranquillité, il va à son rythme. Voilà, chillax, les gars. Chillax. Donc c'était un peu genre bon, j'ai pas trop work on it là. Voilà, donc dans cette vie-là, je vais y aller à fond, et je vais passer beaucoup d'étapes. Écoute, on prend pas, mais en tout cas, vu en un an comment j'ai été servie, je pense que là j'ai pris mon grade pour un petit bout de temps, j'espère que ça va être mieux maintenant. Après, ce qui est très intéressant, c'est que les ascendants Scorpions sont aussi après amènent de pouvoir beaucoup aider aussi les autres à alchimiser. Parce que on est toujours les guérisseurs de ce qu'on guérit soi-même. Plus ésotérique. C'est très lié au New Age. Bon, je t'avoue que j'ai pas trop de... On creusera le sujet. Ouais, faut creuser parce que, en fait, ça, dès qu'on rentre dans l'astrologie beaucoup plus d'un point de vue sociétal, c'est plus compliqué. Bah, c'est d'autres études, c'est un autre courant, et moi je m'intéresse plus à l'individu en lui-même. Mais pour répondre à ta question autrement que par l'astrologie, et ça c'est intéressant, moi je le vois surtout en notion de polarité, sur ce qu'on appelle la polarité masculine et féminine. Ah oui, on devait parler le yin et le yang. Pour moi, la course à la productivité, le fait de vouloir toujours faire plus, être productif, gagner plus, c'est plutôt le symbole d'un déséquilibre de nos polarités intérieures qui se répercute sur les polarités extérieures de la Terre. Ça serait un excès de yang un excès de yang blessé, effectivement. Ce qu'on appelle... Donc, on a tous ces deux polarités à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, c'est pas une question de genre, mais c'est juste que on nous a énormément inculqué et appris à être dans un espèce de yang, mais qui est blessé, qui est pas équilibré du tout, puisque c'est la course à toujours plus. Un homme qui est dans son masculin sain
n'est pas dans une course à la productivité pour la productivité, il n'est pas dans une course à la domination, il n'est pas dans, je sais pas comment dire, mais il est plus dans une posture de leader. C'est ça. De guideur. Il soutient. Il maintient, enfin dans le sens où il est pas capable de contenir. Et quand on dit masculin sain, il y a dans chaque femme du masculin en nous. Ah mais bien sûr. Donc il faut... C'est une énergie qui nous invite à nous mettre en action. C'est ça. Mais dans l'idée, on a plus d'une polarité féminine yin que d'une polarité masculine yang. Les hommes à l'inverse. Le tout, c'est que ces polarités-là ne soient pas blessées. Donc ça pourrait encore faire l'objet de... Mais je crois qu'on va faire un épisode avec ça. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est vrai que aujourd'hui, d'un point de vue sociétal, je vois une émergence on a besoin de revenir à notre polarité féminine et de la guérir. C'est un train, ouais. Et c'est un train, et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui se tournent vers toutes les formations sur le féminin sacré, qui sont en train de se renseigner sur le rapport avec le rapport entre notre cyclicité de femme, les cycles de la lune, se revenir à une forme de connexion avec la terre-mère. Bah voilà, magnifique. Elle est en train de me montrer son tatouage magnifique. C'est toute cette lune. La lune, mais oui. Et c'est pas pour rien s'il y a une forme de frénésie aujourd'hui autour de tout ce qui est lunaire, les cycles lunaires, puisque c'est une forme métaphorique de la représentation de la polarité féminine, qui est dans l'introspection, qui est dans le fait de l'intuition, de ressentir, d'être un réceptacle des énergies et donc de ce qu'on peut recevoir. Et surtout d'être dans l'être. Et du coup, là, pareil, ça, c'est des gens sur lesquels, c'est bullshit et tout. Et du coup, je suis allée chercher des sources scientifiques sur le sujet. Et j'ai réussi à trouver, faudrait que je retrouve l'article, mais je pense que je le traduirai en français ou autre, que, en fait, inspiré de la médecine traditionnelle chinoise, pouvait vraiment, véritablement identifier des canaux de méridiens où passent les énergies. Et qu'effectivement, l'énergie yin, part du centre du corps, donc au niveau du plexus solaire, pour remonter par la gorge et s'exprimer. Oui. Tandis que l'énergie yang masculine part du même endroit, mais descend pour aller en bas vers le chakra racine pour ressortir. Et qu'en fait, la logique, c'est que quand il y a un échange d'énergie masculine-féminine saine entre deux personnes, il y a l'énergie yin de la femme qui monte et qui sort par la gorge et par l'expression et par la communication. L'homme reçoit et le fait redescendre par en dessous et ça remonte et ça stabilise la femme. Alors là, j'avais vu une vidéo là-dessus, j'avais trouvé ça très intéressant. Ouais. Cette espèce d'échange d'énergie. Et là, encore une fois, petit disclaimer, je parle de relations homme-femme parce que c'est ce que je connais, c'est mon univers. C'est mon prisme, mais... je trouverais ça pour autant intéressant d'aller creuser ce sujet des polarités dans des relations homosexuelles. Je trouverais ça hyper intéressant pour comprendre du coup ce qui se joue de différent. Tout à fait. Pour le coup, je te rejoins, c'est-à-dire que moi j'ai mon propre prisme aussi et je suis dans des relations hétéro-normées. Ouais. Donc, ça serait intéressant, effectivement, d'avoir des témoignages ou de parler à des personnes qui sont ouverts et sensibles à ça et qui sont dans des relations... Je pense qu'on a fait un bon tour de sujet, là. Ouais, pareil. Je me dis, wow! En fait, ça fait beaucoup d'infos en peu de temps. Donc, les gens, écoutez-le par petits bouts. Et pour nous aussi, on va avoir besoin de décanter. Laissez résonner ce qui résonne. Et n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on propose des contenus ou qu'on approfondisse une thématique. Parce que c'est vrai qu'on a eu un panel assez large. Voilà. Et on n'a pas le temps d'aller en profondeur. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est un peu, à chaque fois, mon truc, je me dis, bon, est-ce que... Il faut que je dise le plus, mais en même temps, pas trop. Faut que je dise le plus, faut que ce soit concret, faut que les gens y comprennent. Et en même temps, si je vais trop en profondeur, on en a pour 8 heures. Si les gens ont envie d'approfondir certains des sujets qu'on a abordés en accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, tout à fait. Donc moi, je serais ravie de répondre aux questions s'il y en a. En tout cas, merci infiniment pour ton invitation. C'était un plaisir de discuter tout ça avec toi. De toute façon, je sais qu'on va être amenés à se revoir. Avec grand plaisir. Mais vraiment, merci. Et merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode du podcast. Vraiment. C'est une première pour moi. Donc, j'espère que tu as été bien reçue. J'ai été super bien reçue. En vrai, j'aurais pu continuer pendant des heures, mais on travaille demain. Voilà, un moment quand même. On a encore le loyer à payer dans cette histoire. Comment ça, Nous sommes dans un monde de matière, hein. Merde, on peut pas vivre avec nos énergétiques. Non. Alors oui, ça, je terminerai là-dessus parce que c'est hyper important. On a parlé beaucoup de choses qui sont très spirituelles, qui sont très dans l'éther, donc dans des choses qu'on peut pas attraper. Mais on est sur Terre pour expérimenter dans la matière.
Et donc, le but, le plus important, c'est de ramener toute cette spiritualité dans la matière en expérimentant. Dans du concret. Dans du concret. Dans votre vie de tous les jours, dans le métro. Exactement. Quand vous faites vos courses, quand vous cuisinez vos pâtes carbo. Sinon, c'est une fuite. C'est une fuite en avant. D'être que dans la spiritualité, que là-haut, que dans... C'est pour ça, faites attention à toutes ces gourous, etc., qui vous entraînent dans des stages de je ne sais pas combien de semaines à être isolés, etc. Faites le tri et n'oubliez pas qu'il vous suffit d'une petite information, d'une petite formation, d'un petit accompagnement avec une personne. Ne multipliez pas. Vous avez votre déclic et après vous l'intégrez dans votre vie pratique, que ça soit quand vous faites un bar avec des potes, en fait c'est mettre plus de spiritualité et d'énergie et de sensations et d'amour dans un quotidien qui est moderne et qui est celui de 2024 que l'on a actuellement en France ou en tout cas en Occident si vous êtes en Suisse, en Belgique ou ailleurs. Tout à fait. Oui, c'est hyper important vraiment je pense de tenir ce discours parce qu'au final, peut-être que les gens qui vont m'écouter vont me dire mais elle est complètement perchée, mais j'ai une vie tout à fait normale. En dehors de mes activités, je sors, je vais au restaurant, j'adore aller au cinéma, je fume de temps en temps des cigarettes, je bois de l'alcool. Alors ok, sur mon champ vibratoire, je me dis c'est pas le top, mais en fait, on reste humain et on n'est pas de la pression, on n'est pas parfait, on n'est pas dans une course à la guérison non plus, faut prendre le temps d'intégrer les informations. Voilà, le but c'est pas de guérir parce que ça aussi, ça peut être quelque chose qui finalement nous fait retomber dans un yang blessé de productivité. C'est ça. Mais on n'a pas le temps d'intégrer et de vraiment comprendre et de ressentir les changements que ça induit en nous et que ça induit à l'extérieur. Donc, juste la base pour moi de tout, c'est apprenez à vous connaître, apprenez à vous écouter, respectez vos besoins, vos limites, et après le reste vous avez tout compris. Merci, je vous souhaite une très très bonne journée, une très belle écoute, et n'oubliez pas d'aller suivre la Fée Morgane sur les réseaux sociaux et de nous envoyer une pluie d'amour parce que nous en avons toujours besoin et laisser 5 étoiles sur vous aussi. Ouais, sur vous. Et laisser 5 étoiles sur le podcast, l'application sur laquelle vous écoutez. C'est ce qui aide le plus le podcast. Et bonne journée!